Voici une sélection des cultes les plus terrifiants de tous les temps. Abonne-toi. Numéro 1. L'ordre du temple solaire. Ce culte apocalyptique fera les gros titres de tous les journaux du pays le 4 octobre 1994, lorsque deux incendies vont éclater en Suisse, un dans une ferme et l'autre dans un chalet. Quand les autorités arrivent sur les lieux, ils sont choqués de trouver un total de 48 cadavres. Ils portaient tous des manteaux blancs et bizarrement certains d'entre eux avaient des sacs en plastique recouvrant leur tête. Les officiers ont également découvert que les incendies ont été déclenchés à distance à l'aide d'un dispositif. Quoi? Je vous passe ces informations, je n'ai jamais dit qu'elles seraient cohérentes. Je suis un ogre. Vous devriez vous estimer heureux que je sache parler. Ah! C'était pas nécessaire, ok. Bref, ces incendies ne seront pas des événements isolés. Au contraire, ce n'était que le début. Un an plus tard, le 15 décembre 1995, 16 corps seront découverts dans le sud de la France, tous allongés de sorte à former une étoile. Et enfin, 2 ans plus tard, le 22 mars 1997, 5 autres corps ont été découverts au Canada. Tous ces événements avaient exactement le même mode opératoire, tous brûlés vifs à distance à l'aide d'un dispositif longue portée. Passons à ce qui rend ce culte terrifiant. Vous vous rappelez les sacs en plastique? Eh bien, apparemment, certains membres du culte n'étaient pas très chauds pour boire le poison le jour du sacrifice. Alors, ils ont été plaqués par terre par les autres membres du culte et asphyxiés à l'aide d'un sac en plastique, transformant ce culte en une expérience à couper le souffle. Désolé. La raison pour laquelle ils ont fait tout ceci est qu'ils pensaient que la fin du monde était proche et ensuite détachant de leur enveloppe charnelle, leurs âmes seront transportées dans une autre planète échappant au Ragnarok. Si vous aussi vous êtes intéressé par cette transition spirituelle, pas besoin de vous immoler ou de consommer du poison, il vous suffit de faire un commentaire sur le poids de votre copine. Numéro 2. Le mouvement pour la restauration des 10 commandements de Dieu. Oui, je sais, le nom, il est nul à chier. Néanmoins, ils ont une des fins les plus tragiques de cette vidéo. Ce mouvement religieux a débuté en Uganda entre 1989 et les années 2000. Ce groupe aura réuni plus de 5000 adhérents durant son âge d'or. Leur croyance était simple. Les membres devaient respecter les 10 commandements bibliques à la lettre. Ils pensaient qu'en faisant cela, ils échapperaient à l'Apocalypse. Je trouve ça drôle comment vous les humains faites tout ce qui est en votre pouvoir pour échapper à l'Apocalypse, sauf vous comporter décemment. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un ogre. Les adhérents de ce groupe avaient tellement peur d'enfreindre les règles qu'ils ont arrêté de parler et communiquer uniquement en langage des signes. Ce que je trouve extrêmement con. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Que Dieu, le Tout-Puissant, le Messie, ne comprend pas le langage des signes. Ah, putain d'homo sapiens. Les dirigeants du culte prétendaient même parler directement avec Dieu et qu'ils connaissaient exactement quand l'Apocalypse aura lieu, fixant la date au 31 décembre 1999. Les membres du culte entrent dans une hystérie totale lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle, vendant la totalité de leurs biens à des sommes dérisoires. Les dirigeants leur ont exigé ensuite d'offrir tout leur argent au mouvement, ce qu'ils ont fait avec un sourire placardé aux lèvres. Il faut avouer que les économies de toute une vie ne valent rien face à la damnation éternelle. Éventuellement, le jour de l'Apocalypse venu, les membres du culte se sont mis à entendre une musique venue du ciel et disent avoir senti leurs âmes se séparer de leur corps. C'est de la merde. Bien sûr que c'est de la merde. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Au vu de ce manque d'apocalypse, les dirigeants ont repoussé la date au 17 mars 2000, causant un soulèvement de la foule réclamant leur argent. Les dirigeants ne pouvaient pas se permettre de se tromper une fois de plus. Alors, le 17 mars 2000, les 530 membres du culte ont été invités à participer à une fête à l'intérieur de l'église. Malheureusement, la fête a vite été interrompue lorsque la totalité des membres étaient réunis. La seule sortie du bâtiment a été scellée et un incendie a éclaté. Sans aucune issue, les 530 membres ont été piégés à l'intérieur et lentement brûlés vifs. Durant l'enquête, la police a découvert que 2 membres du culte ne se sont jamais présentés à la fête et en fouillant les différentes propriétés appartenant au culte, ils découvrent 395 cadavres supplémentaires. Ces derniers étaient les cadavres de membres qui ont été empoisonnés quelques jours avant la fête, faisant un total de 925 victimes.
Les deux dirigeants du culte suspectés d'avoir orchestré cette attaque sont parvenus à quitter le pays sans être capturés et s'en sont sortis sans payer le prix de leurs actions. Numéro 3. Le temple du peuple, Jonestown. Avec un film en pleine production et plusieurs documentaires à ce sujet, ceci est une des tragédies les plus médiatisées de l'histoire des États-Unis. Tout a commencé en 1954 à Indianapolis, lorsqu'un communiste nommé Jim Jones ouvre son église, attirant les foules en offrant des services médicaux prétendant pouvoir soigner tous les maux. Durant les années suivantes, Jones réussira à convaincre plusieurs milliers de fidèles, utilisant secrètement la religion pour nourrir son idéologie politique. Néanmoins, ces idéaux étaient lourdement critiqués, le poussant à se relocaliser en Californie en 1965 et établir le QG de son organisation à San Francisco en 1970. Les anciens membres seront chargés de recruter de nouveaux adhérents, ce qui mènera à une expansion rapide et éventuellement il obtiendra plusieurs milliers de fidèles. Tout se passe bien pour Jones et en 1974, il achètera un terrain de 16 000 mètres carrés en Guyane, en Amérique du Sud. Il nommera cette ville Jonestown et je pense parler pour tout le monde en disant qu'il ne s'est pas foulé pour trouver le nom de cette ville. Jones et ses fidèles vont construire des maisons où ils habiteront, lentement transformant ce terrain en sa petite ville personnelle. Il réussira à en convaincre de plus en plus de personnes à rejoindre sa communauté en vendant une image de paradis sur terre, un endroit où l'on peut vivre librement sans l'influence du gouvernement. Créer une société socialiste a toujours été l'objectif de Jones et son rêve commençait enfin à prendre forme. En 1977, plus de 900 personnes vivaient dans sa communauté et ce sera cette même année que Jones y aménage définitivement. Mais lorsque Jones arrive, les choses changent drastiquement. Il ordonne à tout le monde de travailler au moins 8 heures par jour, suivi de cours en soirée où ils apprendront et étudieront le socialisme. Jones avait pour but de laver le cerveau de ses fidèles, allant jusqu'à faire en sorte que ces derniers l'appellent père. Nous ne sommes pas très loin de Full Metal Alchemist là. Malgré cela, tout va basculer le 17 novembre 1978 lorsqu'un politicien nommé Leo Ryan et son équipe décident de se rendre à Jonestown pour effectuer une enquête sur des allégations d'abus des membres de la communauté. Lors de sa visite, plusieurs membres tentent de fuir avec lui. Cela pousse Jones à donner l'ordre à ses gardes de tuer Ryan et ses accompagnateurs sur une piste d'atterrissage à proximité. Jones, sachant qu'il a chié dans la soupe et que cet acte marque le début de la fin de son organisation, il ordonne à quelques fidèles de concocter une cuve géante d'une décoction au goût de raisin. Étant un grand fan de Gordon Ramsay, il décide d'ajouter de la saveur à ce breuvage en y ajoutant une dose conséquente de drogue et de cyanure, qui pour ceux qui fumaient les joints durant les cours de chimie au collège, est un poison extrêmement mortel. Il a ensuite ordonné à tous les membres de son organisation de prendre un verre, causant un des plus grands suicides collectifs de l'histoire des États-Unis. Plus de 900 personnes, Jones inclus, perdront la vie ce jour-là. Le plus dérangeant dans tout ceci est que non seulement les victimes ne savaient pas que le breuvage était empoisonné, mais ils devaient également le consommer un à la fois. Donc, même lorsqu'ils ont compris ce qui se passait, il leur était donné le choix de boire le poison ou d'être assassinés par balle. Cette histoire sera à l'origine d'un dicton très populaire aux États-Unis, Don't drink the Kool-Aid, ou comme on le dit dans ma grotte, si tu vois ton frère chez le coiffeur, ça veut dire qu'après, c'est ton tour.